Bon voilà, donc on va commencer notre cours de génétique qui va porter sur le linkage et la cartographie génétique au chromosomique. C'est un cours qui est destiné aux étudiants de S4 et il est très important de rappeler que cette partie-là de linkage, elle a été étudiée pour la première fois par le généticien américain Morgan. Et c'est grâce à lui qu'on a pu, par la suite, étudier la relation entre un gène et le chromosome. Alors, il est à rappeler que la plupart des travaux de linkage ont été faits chez la drosophile. Bien sûr, on doit se poser la question pourquoi nous avons choisi la drosophile. Alors, tout simplement parce que la drosophile, qui est considérée comme une espèce modèle, il est d'abord de petite taille, ce qui nous permet de la placer dans un petit espace de laboratoire. Son élevage, il est particulièrement simple, il ne nécessite pas assez de nutriments. Les femelles pondent un grand nombre d'individus, c'est-à-dire on peut avoir après un croisement un grand nombre d'individus, ce qui nous facilitera par la suite l'étude ou bien l'analyse génétique de la descendance. Il est aussi important de rappeler que la drosophile, elle est considérée comme une espèce au niveau de laquelle on peut facilement distinguer entre les mâles et les femelles, donc on a ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel important, ce qui va nous faciliter de réaliser les croisements. Son nombre de chromosomiques, il est réduit aussi, il est 2n égale 8, et le plus important, c'est que chez la drosophile, on a beaucoup de souches mutantes. Et vous savez bien qu'en génétique, si on dispose uniquement de la souche sauvage, on ne peut pas faire de croisement. Et sachant que chez la drosophile, on a beaucoup de souches mutantes qui ont été travaillées en laboratoire. Alors ici, par exemple, vous avez la souche sauvage, au niveau de laquelle vous avez les mâles et les femelles. Vous avez ici la souche vestigiale qui est caractérisée par une mouche qui possède des ailes réduites, et vous avez aussi la souche white qui est caractérisée par des mouches avec des yeux blancs. Alors en arabe, on dit drosophile, c'est Doubabat al-Aynab ou Doubabat al-Khal, c'est une espèce qu'on la trouve partout dans le monde, c'est une espèce cosmopolite, donc facile à cultiver. Alors pour étudier le linkage, alors d'abord, pourquoi le linkage? Alors tout simplement pour pouvoir localiser plusieurs gènes sur le même chromosome. Parce qu'il ne suffit pas d'étudier les gènes, mais il faut plutôt aller les localiser et par la suite, on doit mesurer les distances qui séparent les différents gènes, les différents gènes les uns des autres. Alors on va commencer par trois croisements test cross. Dans le premier, nous avons les gènes indépendants, donc on doit, dès le départ, donc on va se positionner, si vous voulez. Deuxième croisement, il s'agit d'un linkage incomplet, et troisième, un linkage complet. Alors pour les trois croisements, test cross, nous avons un hybride F1, grand A, grand B, qui va être croisé avec un double récessif petit a, petit b, petit b. Alors, en fonction des descendants de chaque croisement, pour le premier, on va avoir 4 classes phénotypiques, grand A, grand B, grand A, petit b, petit a, grand B, petit a, petit b, avec des fréquences égales 25% chacun. Pour le deuxième, nous avons une situation de linkage incomplet, ça veut dire on aura 80% des individus qui sont de type parentaux, c'est le grand A, grand B et le petit a, petit b, et les 20% restants, ils correspondent à des types recombinés, c'est-à-dire grand A, petit b et petit a, grand B. Alors pour le troisième croisement, donc on aura uniquement des parentaux, 50%, 50%. Nous avons ici grand A, grand B et petit a, petit b. Alors pour interpréter ces résultats,
Alors pour le premier croisement, 25%, 25%, 25%. Alors donc dès le départ, nous avons dit qu'il s'agit d'un croisement au niveau duquel nous avons impliqué deux gènes indépendants. Alors automatiquement à la descendance F2, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, nous avons donc un quart. Donc ce sont des gènes qui sont localisés sur des chromosomes indépendants. Alors par contre, pour la deuxième catégorie, comme nous l'avons désigné par linkage incomplet, nous avons 80%, comme nous l'avons dit, 80% d'individus de type parentaux et les 20% de type recombinés. Alors, si vous voulez, cette descendance-là, les types recombinés, ce sont des gamètes qui ont subi le crossing over. Et par conséquent, on dit qu'il s'agit d'une combinaison, d'un linkage incomplet. Alors pour la troisième catégorie, c'est celle-là, au niveau de laquelle vous avez uniquement les types parentaux. Alors on parle d'un linkage complet. Alors pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de crossing over, tout simplement. Pourquoi il n'y avait pas de crossing over? Parce que comme on va le voir par la suite, ce sont des gènes qui sont tellement proches et par conséquent, il n'y aura pas possibilité d'avoir formation d'un crossing over. Alors pour l'interprétation chromosomique de ces résultats que nous avions mentionnés, alors il est intéressant de savoir que la production de type recombiné, c'est la conséquence d'une production d'un crossing over. Alors le crossing over, lorsqu'il va se produire entre le gène grand A, grand B, comme ici, donc automatiquement on aura les chromosomes et on aura les gamètes parentaux, grand A, grand B, petit a, petit b, et les gamètes recombinés, grand A, petit b et petit a, grand B. Alors par contre, lorsque le crossing over se produit en dehors de la région gène grand A, le gène du gène grand A, B, alors vous n'aurez que des types parentaux. C'est la même chose lorsqu'il s'agit de gènes qui sont de type homozygote. Si jamais vous avez des parentaux homozygotes, par exemple grand C, grand D qui seront croisés entre eux, vous n'aurez que des types parentaux à la fin des gamètes parentaux, quel que soit le positionnement du crossing over, que ce soit ici entre le C et le D, ou bien en dehors de la région des deux gènes. Alors, en gros, en résumé, alors si le crossing over se produit entre les gènes grand A, petit a, grand B, petit a, c'est-à-dire les deux locus, on aboutit à des gamètes de type parental et des gamètes de type recombiné, grand A, petit b, petit a, grand B. Si le crossing over se produit en dehors de la région grand A, grand B, on aboutit seulement à des gamètes de type parental, grand A, grand B, petit a, petit b. Et dans le cas d'homozygosie, il n'y aura que des gamètes de type parental, quelle soit la position du crossing over. Alors il est très intéressant de parler, avant d'aller plus loin dans les interprétations, il est très important de parler de ce qu'on appelle la liaison cis et la liaison trans. Alors, pour en parler, alors Morgan, il a étudié deux types de croisements. Alors, dans un premier croisement, il a pris des parentaux qui sont double récessifs, croisés avec des parentaux double sauvages. Donc, toujours, on est en train d'étudier de locus. Il a obtenu un descendant F1 qui a été croisé par un double récessif. Donc, on est toujours dans un test cross. Et il a obtenu quatre phénotypes avec des parentaux qui ont toujours des proportions supérieures et les recombinés qui ont des proportions inférieures, 151, 154 pour le pourpre récessif et les VG+. Alors cette position-là de la F1, elle est dite position cis ou en couplage, c'est-à-dire les récessifs sont alignés sur le même chromosome, et la même chose pour
le PR+, et le VG+, c'est-à-dire les deux allèles sauvages. Alors pour le deuxième test, donc il a pris le contraire, il a pris un parent qui est sauvage pour l'allèle pourpre et récessif pour l'allèle VG, et pour le deuxième parent, vous avez l'allèle pourpre et les récessifs, et l'allèle VG et les dominants ou sauvages. Alors à ce moment-là, ce sont maintenant les individus qui ont les proportions 146 et 157 qui sont ici recombinants étaient, dans l'ordre croisement, étaient des parentaux. Ok? Alors dans ce type-là, donc on va dire, donc d'après la descendance F2, il s'est avéré que le parent F1 était, lui aussi comme l'autre, il était un hétérozygote PR+, VG+, mais il était en position trans ou en répulsion, c'est-à-dire les deux allèles PR+ et VG, PR+ et VG+, ils étaient sur deux chromosomes différents, et c'est la même chose pour le PR et le VG. Alors ces deux exemples montrent bien que les gamètes de la même constitution peuvent être soit parentaux, soit recombinants, selon l'association parentale cis ou trans. Donc en fait, c'est une manière d'expliquer le phénomène de crossing over lorsqu'on a deux positionnements différents des allèles étudiés. Alors maintenant, on va passer à la partie de la carte de liaison génétique, et je tiens à souligner que la liaison génétique, c'est quoi? La liaison génétique, c'est de chercher le positionnement des gènes les uns par rapport aux autres, et il faut déterminer par la suite les distances qui les séparent. On va voir à la fin de ce chapitre pourquoi nous avons fait tout ce travail. Ok? Donc je rappelle, il faut d'abord déterminer la distance qui sépare les gènes étudiés, et en deuxième position, essayer de positionner ces gènes les uns par rapport aux autres. Alors pour ce faire, donc on va prendre des exemples. Alors on va d'abord prendre l'exemple du test cross suivant, toujours chez la drosophile. Alors nous avons pris un individu qui est PR plus VG plus PR VG, donc c'est un F1, croisé avec un double récessif. Nous avons obtenu des parentaux avec des fréquences élevées et des types recombinés avec des fréquences inférieures. Alors pour calculer le pourcentage de recombinaison, donc on va on va faire l'addition des individus recombinés sur le nombre total de tous les individus, fois 100. Alors dans notre exemple, alors le pourcentage de recombinaison, donc ça va nous faire 23 plus 21 sur 400 fois 100, et ça va nous faire une valeur de 11%, ou bien 11 unités centimètres. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gène PR, ou bien l'allèle PR, il est situé à environ 11 unités de VG. Donc c'est une manière de calculer les distances qui séparent les gènes. Donc on va utiliser cette formule pour étudier les gènes, l'ensemble des gènes, que ce soit pour la drosophile ou que chez n'importe quelle autre espèce qu'on peut utiliser en génétique. Alors donc on a des remarques relatives au pourcentage de recombinaison. Alors, on dit que deux gènes sont liés quand leur distance génétique est inférieure à 50%, ou bien à 50 centimongon. C'est-à-dire que, au-delà de 50%, on peut considérer que les gènes sont indépendants. En général, en général, nous ne tiens compte que de gènes qui ont une distance de recombinaison, ou bien un pourcentage de recombinaison inférieur de 50%. Donc la deuxième remarque, c'est que plus la distance est grande, plus il y a la probabilité qu'un crossing over ait lieu entre deux gènes est grande. Et le contraire est vrai aussi, c'est-à-dire plus les gènes sont rapprochés, plus le pourcentage de recombinaison a une chance
faible de se produire. Alors, deuxième remarque, maintenant, on va, au lieu de prendre un marqueur génétique, ou bien au lieu de prendre 2 gènes, on va prendre 3 gènes. On va, chez la drosophile, on va prendre le gène V, C et N. On va faire 2 croisements séparés. Dans un premier croisement, on va étudier le V, l'allèle V et l'allèle C. On va le croiser avec un individu sauvage. Et nous avons obtenu une F1 qui va être croisée à nouveau avec un individu double récessif VC. Donc, on obtient pour ce croisement-là des types parentaux et des types recombinés. Le pourcentage de recombinaison pour cette association, bien pour ces 2 gènes V et C, elle est de 9,9 centimètres. Alors maintenant, on va refaire un deuxième croisement, mais on va étudier le gène V et N. On va faire la même chose, un croisement avec un double sauvage. On va obtenir un F1 qu'on va le croiser avec un double récessif. C'est-à-dire, on a fait un test cross. On a obtenu une descendance qui est toujours composée de types parentaux qui ont toujours des proportions beaucoup plus élevées et des types recombinés qui ont des fréquences inférieures. Alors le pourcentage de recombinaison pour ces 2 gènes V et N, elle est de 18,1 centimètres. Donc là, maintenant, nous disposons de 2 valeurs, de 9,9 centimètres pour le gène V et C, et la valeur de 18,1 centimètres pour le gène V et N. Alors là, la question qui va se poser, c'est comment va-t-on faire pour positionner ou bien situer le gène qui possède, enfin plutôt, comment va-t-on faire pour situer le gène médian qui occupe la position médiane parmi ces 3 allèles étudiés. Alors on a 2 possibilités. Soit la première possibilité, on va donc positionner le gène C au milieu avec les valeurs que nous avons obtenues, c'est-à-dire entre le V et le C, vous avez 9,9 centimètres, et le V et le N, on a une valeur de 18,1 centimètres. La deuxième possibilité, c'est de positionner le N, le V au milieu et le C à l'autre extrémité. Donc, franchement, nous sommes devant une situation délicate. D'après ce que nous avons vu, il faut chercher une méthodologie pour résoudre le problème. Alors, pour résoudre le problème, alors les généticiens ont pensé à faire des tests impliquant 3 gènes liés. Alors, pour commencer, comme nous l'avons dit, normalement un crossing over peut toujours se produire entre 2 gènes. Alors, puisqu'on a ici 3 gènes, grand A, on va prendre le cas d'un parent grand A, grand B, grand C, et un autre parent triple récessif petit a, petit b, petit c. Alors, théoriquement, on s'attend à obtenir un double crossing over, c'est-à-dire 2 crossing over, le premier entre le grand A, grand B, et le deuxième entre le grand B et le grand C. Alors, d'après cette donnée-là, on s'attend à avoir 2 types de gamètes. Soit obtenir un type parental, soit obtenir un type parental grand A, grand B, grand C, ou bien petit a, petit b, petit c, ou bien encore avoir 2 types de gamètes différents maintenant, avec un petit b qui va changer l'emplacement. Donc ici vous avez le grand A, le petit b, le grand c, et là vous avez le petit a, le grand b et le petit c. Alors, comment les choses se sont déroulées? Alors donc, d'après ce qu'on observe ici, on dit toujours que lorsque nous avons un double crossing over qui se produit au niveau de 3 gènes étudiés, nous avons
un changement d'emplacement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le grand B. Nous avons donc le petit b qui va changer de place. Et donc vous aurez, à la place d'avoir grand A, grand B, grand C, on va avoir à la fin, c'est-à-dire au niveau de la descendance F2, on va avoir grand A, petit b, grand C, et petit a, grand B, petit c, au lieu de grand A, grand B, grand C, et petit a, petit b, c, qui sont les parentaux. Et bien sûr, comme on va le savoir, tout simplement parce que les parentaux, donc ils ont toujours, les parentaux, ils ont toujours des fréquences supérieures, et les recombinés, les doubles recombinés, ils ont les fréquences les plus faibles. Alors, on va prendre un deuxième exemple qui implique, au niveau duquel nous allons impliquer 3 allèles, ou bien 3 gènes. Nous avons donc un parent homozygote double récessif plus CT, CT, CV, CV, qui va être croisé avec un autre parent homozygote récessif, VV, et il est sauvage pour les 2 autres allèles étudiés. Alors, le descendant F1, qui est il est de phénotype plus, triple hétérozygote, va être croisé avec des femelles qui sont triple récessifs, c'est-à-dire V, CV, CT. Alors, la descendance F2 obtenue, elle est composée de parentaux, des doubles recombinants, qui sont ceux qui ont les fréquences les plus basses, et vous avez donc une deuxième catégorie de recombinants, troisième catégorie de recombinants. Alors, avant plutôt de donner plus de détails sur le positionnement, donc on va d'abord commencer par faire les calculs. Alors les calculs, donc on va commencer par calculer les 2 loci V et CV qui sont situés à l'extrémité. Alors, vous avez donc le pourcentage de recombinaison, ou bien la distance qui sépare le V et le CV, c'est 18,5 cm². On va faire le calcul de la distance qui sépare les CV et les CT, c'est-à-dire ces deux phénotypes. 40, donc ça va nous faire 45 plus 40 plus 3 plus 5. C'est toujours, on doit ajouter les valeurs des doubles recombinants. Ça va nous donner 6,4. Et pour le deuxième groupe des recombinants, c'est-à-dire les gènes qui séparent le V et le CT, nous avons donc 429 plus 94 plus 3 plus 5, et ça va nous faire 13,2 cm². Alors bien sûr, ici, en comparant les parentaux et les doubles recombinants, on voit bien que c'est le CT qui occupe la position médiane, parce que c'est lui qui change de position. Alors maintenant, revenons à nos calculs. Alors vous avez ici donc la valeur 13,2 unités cm², 6,4 cm², c'est la distance qui sépare les CT et les CV, et bien sûr avec les CT qui occupent la position médiane. On va vérifier que si jamais vous faites la somme 6,4 plus 13,2, ça va vous faire 19,6 cm². Donc il est un peu supérieur à 18,5 que nous avons trouvé par ce calcul. Alors pour corriger la distance entre V et CV, donc on doit tenir compte des doubles recombinants. Alors à ce moment-là, donc on va faire 45 plus 40 plus 89 plus 94 plus 3 plus 5, 2 fois 2. Et sur le total de l'effectif de la descendance F2. Et ça nous donne exactement 19,6 cm². Alors en résumé, pour ce deuxième exemple, alors c'était bien le CT qui occupe la position médiane, c'est pas le V ni le CV, c'était bien la position
c'était bien le gène CT qui occupait la position médiane. Alors, je vais je vous rappelle la remarque que nous avions fait en haut. Un double crossing ovaire a pour effet de modifier les deux combinaisons parentales V+, plus et V et plus CVCT, donc ça c'est les parentaux, en remplaçant l'un par l'autre les deux allèles qui occupent l'emplacement médian. Alors là, vous voyez bien que si jamais vous changez le CT ici, donc s'il part, donc vous aurez V plus CT+, et là vous aurez l'autre double recombinant. Bon, alors maintenant, sachant que nous sommes en situation de 3 gènes, c'est-à-dire la production de 2 crossing ovaires, théoriquement on s'attend à avoir 2 crossing ovaires ou bien un double crossing ovaire, la question qu'on doit se poser, est-ce que ces crossing ovaires, ils s'interfèrent, c'est-à-dire est-ce que on doit considérer que ces crossing ovaires comme étant indépendants, ou bien il y a un impact du premier sur l'autre, ou bien du deuxième crossing ovaire sur la production de l'autre. Alors pour ce faire, donc on va faire ce qu'on appelle d'autres croisements pour vérifier la situation. Alors on va maintenant faire donc un autre croisement, mais bien sûr avec d'autres marqueurs génétiques ou bien avec d'autres allèles. Donc on a étudié 3 gènes chez la drosophile SC, EC et CV, et dans l'ordre que vous voyez, donc là c'est le bon ordre, SC, EC est situé au milieu, CV occupe l'autre extrémité. Donc c'est un test cross, donc ça c'est la F1 qui a été croisé avec un triple récessif. Alors la descendance de la F2, il est composé de types parentaux. Vous voyez que les fréquences des parents sont toujours supérieures, ils ont des valeurs supérieures. Vous avez ici le pourcentage de recombinaison entre le SC et le EC, et vous avez ici les recombinants de la région 2, c'est-à-dire entre le EC et le CV. Alors ce qu'on remarque ici, c'est que on a uniquement les recombinants de la première région et les recombinants de la deuxième région, et on n'a pas du tout, on n'a pas de double recombinant. Normalement, les doubles recombinants, on l'avait dit, on l'avait remarqué, ce sont les individus qui ont les fréquences les plus basses. Alors pour cet exemple, nous n'observons pas de double recombinant. Alors les doubles recombinants, normalement, ils devaient être de génotype plus 3 fois, et SC, EC, CV. On ne les a pas ici pour ce croisement. Alors on va se poser la question, on va se dire, si les crossing ovaires étaient indépendants, c'est-à-dire si la production d'un crossing ovaire, du premier crossing ovaire, est complètement indépendant de l'autre, on s'attend à ce que le produit, ce sont des probabilités. La probabilité d'avoir 2 événements, c'est le produit du premier fois le produit du deuxième événement. Alors ici, donc, on va faire le produit de 0,076, c'est-à-dire le pourcentage de recombinaison de la première région, fois le pourcentage de recombinaison de la deuxième région, c'est-à-dire entre SC et CV. Alors les calculs obtenus nous permettent d'avoir 0, donc le calcul fait 0,007, c'est-à-dire soit 0,7%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'attendait à avoir 0,7% d'individus issus de double crossing ovaire. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que théoriquement, on s'attendait à avoir les doubles recombinants, mais en réalité, on n'a pas eu ces doubles recombinants. Donc on doit se poser la question, pourquoi? Alors pourquoi? La réponse est là simple. Alors pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle une interférence, ou bien autrement dit, il y a un impact du premier croissant ovaire sur le second. Alors comment va-t-on faire pour évaluer la distance, évaluer cette interférence? Alors tout d'abord, on va dire que l'intensité de l'interférence
varie d'une région à l'autre du chromosome. Il est habituellement désigné par le coefficient de coïncidence. Donc en quelque sorte, l'interférence est égale à 1 moins coefficient de coïncidence. Alors le coefficient de coïncidence, c'est quoi? C'est le pourcentage de doubles recombinants observés sur le pourcentage de doubles recombinants calculés. Donc on va reprendre les valeurs que nous avions calculées tout à l'heure. Donc on va prendre les 3 gènes liés de tout à l'heure, le V, le CT et le CV. Nous avons donc calculé le pourcentage, le pourcentage de recombinaison du premier fois le deuxième, et ça va nous faire 0,84%. Donc ça c'est le calculé, c'est-à-dire le théorique, si vous voulez. Et on va prendre les doubles recombinants, c'est 8 sur 1448. Les doubles recombinants de tout à l'heure, c'était, dans l'autre exemple, les doubles recombinants, c'était ça en fait. C'était 8 individus sur le total, 1448. Voilà, donc en réalisant les calculs, alors qu'est-ce qu'on observe? On observe que le coefficient de coïncidence pour cet exemple, elle est égale à 0,65. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons obtenu seulement 65% de crossing over par rapport à ce qui a été prévu. Alors ça veut dire en quelque sorte, vous avez 35% de crossing over qui n'ont pas été produits ou qui n'ont pas eu lieu. Alors pour le deuxième exemple de tout à l'heure, alors pour le groupe de gènes liés SC, EC, CV, alors vous avez le coefficient de coïncidence est égal à 0 et l'interférence égale à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la production des premiers crossing over entre SC et EC empêche catégoriquement la formation du second crossing over entre EC et CV. Donc là, nous sommes ici dans une situation particulière. Tout simplement, on peut penser à ce que ces gènes sont tellement proches. Donc là, c'est un problème, si vous voulez, c'est un problème physique. Alors, comme nous l'avons dit, plus les gènes sont éloignés les uns des autres, plus il y a possibilité d'avoir des crossing over. Et bien sûr, si ces gènes-là sont éloignés, plus éloignés, on peut avoir la possibilité de production de plusieurs crossing over. Mais plus les gènes sont très proches, plus on a des problèmes à observer des crossing over, parce que c'est un problème, d'après certains physiciens, c'est un problème physique. Alors, en résumé, ou bien à la fin, la question qu'on doit se poser, alors pourquoi les cartes génétiques? Alors les cartes génétiques, peu à peu, donc on peut positionner, donc en réalisant plusieurs croisements entre les mouches, bien sûr les différentes souches de la mouche, on peut toujours positionner nos gènes les uns par rapport aux autres. Ici, vous avez le chromosome 3 de la drosophile. Alors vous avez certaines mutations qui ont été étudiées. Vous avez toujours ici la souche sauvage et la souche mutante. Bien sûr, en réalisant des centaines et des centaines de croisements, on est arrivé à établir une carte génétique de la drosophile. Comme je vous l'avais dit, donc la drosophile est là, 2 gènes égale 8 chromosomes. Donc vous avez ici le gène 1, le gène 2, le gène 3, le gène 4. Alors là, chez le gène X, c'est le gène chromosome sexuel. Et vous avez donc les différents chromosomes. Donc là, je tiens à vous souligner que pour arriver à établir cette carte, donc ça demande énormément de croisements, ça demande énormément de temps. Et ce qui reste, c'est comment faire la relation entre le gène et le chromosome. Donc là, c'est une autre histoire qu'on doit détailler dans un chapitre à part. Merci et pour la prochaine. مواكبة منها لتطورات جائحة فيروس كورونا
تبث قناة الرياضية سلسلة من الموائد المستديرة تحت شعار الجامعة والمجتمع. تشاهدون الموائد المستديرة المنظمة من قبل الجامعات المغربية من الاثنين إلى الجمعة على الساعة 2 ظهرا